Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail. Quand on parle des ressources humaines, les réactions sont souvent contrastées. Certains voient les RH comme des partenaires précieux, d'autres s'en méfient encore. Il faut dire que cette fonction occupe une place particulière dans l'entreprise et dans nos vies. Elle recrute, elle accompagne les carrières, elle gère les crises, elle porte les transformations et doit parfois prendre aussi des décisions difficiles. Cela fait plus d'une trentaine d'années que mon invité observe les évolutions du monde du travail depuis un poste d'observation privilégié, celui de directeur des ressources humaines. Dans son livre « Chronique d'un DRH engagé », paru aux éditions Duno, il raconte les coulisses d'un métier où les décisions sont rarement simples, où l'humain est omniprésent et où l'équilibre entre conviction, dialogue et performance se révèle souvent délicat. Alors à quoi ressemble vraiment le quotidien d'un DRH aujourd'hui ? Comment la fonction a-t-elle évolué ? Et quels sont les défis qui l'attendent demain ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Faille, DRH du groupe Apicil. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien écoutez, chaudement, comme tout le monde. C'est un petit peu la période qui veut ça. Pour planter le décor, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir DRH ? Alors, c'est un peu à la fois un concours de circonstances, mais aussi une volonté de ma part. Je vais vous faire quand même une confidence, c'est que quand j'étais adolescent ou étudiant, je rêvais pas forcément de devenir DRH. D'abord, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc, j'avais pas un poster du Code du travail au-dessus de mon lit. Comment ça ? Bah oui. Non, moi j'étais plutôt passionné par le monde du spectacle ou bien le journalisme. Et c'est pour ça que j'adorais lire et écrire, c'est toujours mon cas. Et puis malheureusement, j'ai fait des études supérieures en comptabilité et en finance, plutôt mal orientées au début, et j'ai très vite pris conscience qu'il fallait que je change d'orientation. Et après avoir découvert un peu les rouages de l'entreprise, j'ai souhaité effectivement, fort d'une rencontre avec une DRH, faire ce métier et me donner les moyens de le faire. Et j'ai enchaîné 2 masters RH pour pouvoir donner une autre dimension à ma carrière. Très bien. Et qu'est-ce qui vous passionne et vous fait encore vibrer aujourd'hui dans ce métier après plusieurs décennies de carrière ? Vous savez, ce métier, il réserve quand même bien des surprises. Tout dépend comment on le vit. Moi, j'ai eu la chance de le vivre dans différents environnements de travail, différents lieux géographiques et bien sûr secteurs d'activité en France et pour les Outre-mer. Et le fait que ce métier reste profondément vivant, qu'aucune journée finalement ne ressemble à l'autre, c'est ça moi, qui m'intéresse, c'est de se dire, contrairement à une personne qui aime se rassurer avec des agendas bien ficelés, sur lesquels on sait ce qui va arriver dans la journée, très souvent, c'est pas du tout ce qui arrive pour un DRH. Donc voilà, on peut commencer sa journée en discutant d'un plan stratégique à 4 ans, ce qui est le rythme dans l'entreprise où je travaille actuellement, et puis la terminer en accompagnant un collaborateur dans une situation précaire, personnelle, difficile. Donc voilà, c'est ça qui me passionne encore aujourd'hui, c'est l'impact concret que je peux avoir sur la vie des gens. C'est ces trajectoires humaines finalement qui évoluent sans cesse qui me passionnent. Comment est-ce que vous direz que la fonction RH a évolué depuis vos débuts, alors notamment avec le tournant du Covid ? Alors effectivement, elle a énormément évolué. Moi, quand j'ai commencé les ressources humaines, c'est un périmètre, on va dire, enfin une fonction qui était souvent perçue comme une fonction administrative, fonction de support, voire même un centre de coût pour certains dirigeants. Aujourd'hui, c'est une fonction qui est devenue essentielle, un acteur stratégique au sein de l'entreprise et qui aide justement à porter la vision stratégique sur un plan stratégique d'une entreprise. Donc, on ne demande plus seulement au DRH de gérer les effectifs, mais plutôt de mettre en valeur le capital humain. On lui demande de contribuer à la transformation de l'entreprise, de développer et donner une autre dimension, effectivement, à une politique de ressources humaines, d'anticiper les compétences de demain, bien sûr, de travailler sur l'engagement, la culture, l'attractivité. Voilà, c'est tous les sujets qui font mon quotidien. Et c'est vrai qu'on est passé d'une logique de gestion à une logique d'influence. Est-ce qu'il y a un rôle complètement différent et beaucoup plus grand, beaucoup plus stratégique ? Stratégique, et puis qui donne vraiment du sens finalement
à la fois au quotidien, mais sur du moyen et long terme. Alors vous parlez du sens, votre livre s'intitule Chronique d'un DRH engagé. Ça veut dire quoi être un DRH engagé aujourd'hui? En tout cas, c'est certainement pas d'être militant. Pour moi, c'est d'avoir des convictions. C'est de considérer que finalement la performance économique et le respect des personnes ne sont pas incompatibles. Effectivement, un DRH engagé, c'est pas, on n'est pas là pour être populaire. C'est pas une fonction d'ailleurs de tout repos. On est là pour défendre ce qu'on estime juste pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Et ça demande du courage. Est-ce que c'est possible, selon vous, justement, d'allier à la fois les intérêts de l'entreprise, des salariés, des représentants du personnel? Les RH sont un petit peu au carrefour de tous ces intérêts. Et est-ce qu'on peut justement réussir à être au service des trois en même temps? Il faut être au service des trois. C'est une équation essentielle, hein. On est vraiment au carrefour, effectivement, des décisions, des négociations, et puis de l'engagement des collaborateurs. Donc, c'est essentiel de pouvoir dialoguer avec les deux parties, hein, la troisième étant soi-même représentant d'un DRH. Est-ce que c'est une fonction qui est très solitaire? Oui, c'est une fonction qui, alors, elle est à la fois très prenante, on est très entouré, on voit énormément de monde, c'est normal, mais c'est une fonction qui peut isoler parce que il y a des décisions à prendre, on peut pas, il faut garder une certaine distance avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. C'est une fonction qui est évidemment très proche de la direction, qui ne peut pas être trop proche des salariés, même si moi personnellement j'aime être sur le terrain. Et donc effectivement, il arrive qu'on vous fasse des reproches dans la même journée, d'être proche de la direction ou de proche des salariés, rarement proche des partenaires sociaux, même si pour moi c'est très important d'être en proximité avec eux. Voilà, mais avec l'expérience, j'ai appris quelque chose effectivement d'important, hein. Cette forme de solitude, ça fait partie du métier. Elle est presque structurelle au fond, hein. Il faut pas la subir, il faut vraiment l'assumer. Et on n'est pas là pour être dans un camp ou dans un autre, hein. C'est justement de garder une forme de juste distance, comme je disais avec tout le monde, pour pouvoir rester lisible, crédible et utile pour chacun. On parlait de l'engagement. Quelles sont selon vous les autres compétences qui font un bon DRH? Il y en a un paquet hein, de compétences, effectivement. Je pense que c'est indispensable d'avoir une base technique quand même qui permet justement de pouvoir s'appuyer sur des expertises. Et puis, quand vous avez la chance de piloter des équipes, de manager, il faut lâcher aussi en expertise et développer la confiance en ses collaborateurs. Donc, évidemment qu'il faut être curieux de comment évolue le métier et évidemment de s'intéresser à l'ensemble des expertises de son propre périmètre, hein, que ce soit le juridique, le social, la communication, tout dépend toutes les dimensions du développement du capital humain, hein, du sourcing à l'intégration, évidemment l'offboarding aussi. Tous ces sujets-là sont importants, de SIRH, voilà, j'en passe, mais il y a énormément de sujets, de dimensions sur la fonction RH. Vous parliez de confiance vis-à-vis de son équipe. Comment on fait? Quelles sont les clés selon vous pour instaurer une confiance, que ce soit avec la direction, mais aussi avec les collaborateurs? Quels sont un petit peu les piliers de cette confiance? Je pense déjà c'est extrêmement important de savoir ce que font vos collaborateurs et qu'ils sachent également ce que vous faites. Il ne s'agit pas de se pister ou de savoir où vous êtes, mais ce qui fait sens, c'est de comprendre ce qu'un manager attend de son collaborateur et vice-versa. Et donc, je pense que c'est un socle indispensable pour se comprendre, poser effectivement les jalons sur l'avenir, comprendre les objectifs de chacun, comprendre le rythme également de chacun et se montrer disponible parce que un manager, qu'il soit DRH ou sur une autre spécialité, est avant tout un manager
Et donc ça, c'est extrêmement important de pouvoir se montrer disponible pour que la confiance soit établie. Est-ce que selon vous, l'arrivée de la fameuse génération Z a changé quelque chose dans le rôle des RH ou peut-être vous, dans votre manière d'aborder les RH? Je suis entouré de toutes les générations, y compris la génération Z, hein, donc j'ai des collaborateurs effectivement sur lequel on pourrait parfois imaginer qu'on est en décalage. Mais ce que j'apprécie, c'est que cette génération pose des bonnes questions, des questions que beaucoup de générations précédentes n'osaient pas toujours formuler. Le sens, pourquoi faisons-nous cela? À quoi cela sert-il? Quel est l'impact de ce que vous me demandez? Voilà, tous ne le font pas. Mais d'ailleurs, dans toutes les générations, vous avez des personnes qui ont la curiosité ou qui subissent une organisation, qui sont des suiveurs ou des personnes qui vont être promoteurs en termes d'innovation. Et c'est ces questions-là qui peuvent bousculer parfois, mais moi je trouve qu'elles sont extrêmement utiles. Elles nous obligent à remettre certaines habitudes en question. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être surpris, parfois d'être un peu bousculé, d'être voilà, interrogé par des générations qui ont l'avenir, hein, et qui vous succéderont. Donc, c'est important de savoir comment les accompagner, quelles questions ils se posent pour leur permettre voilà, d'asseoir leur rôle dans la durée. Alors, les études sur la santé mentale au travail montrent que les RH comme les managers font partie des populations à risque d'épuisement professionnel. Comment, selon vous, d'après votre expérience, s'en prémunir? Alors, effectivement, quand vous êtes sollicité sur de multiples sujets, faut savoir prendre du recul sur chacun d'entre eux et il faut pouvoir effectivement trouver des ressources qui peuvent être des moments de pause, mais aussi des alliances dans l'organisation de travail dans laquelle vous travaillez pour échanger, pour confronter effectivement des idées, des difficultés propres au quotidien, propres à des enjeux, à des projets. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir s'accorder des temps de réflexion pour préserver votre équilibre. Et voilà, après, chacun a ses recettes hein, pour pouvoir le faire. Moi, je sais que je pratique plutôt la respiration synchronisée quand je sens que j'ai un moment, on va dire, pas de palpitation, mais de précipitation. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'il faut parfois ne pas montrer qu'on se concentre, qu'on se ressource intérieurement. Mais c'est vrai que c'est extrêmement important d'être aussi à l'écoute de ses émotions. Qu'est-ce qui vient finalement potentiellement perturber un certain équilibre. Et donc, voilà, je pense que c'est important d'être à l'écoute de ce qui se produit dans votre environnement. Qu'est-ce qui fait écho à un sujet sur lequel vous n'avez peut-être pas forcément envie d'évoquer actuellement. Voilà, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Chacun a ses méthodes pour trouver le bon équilibre. Vous parliez du temps qui peut être nécessaire et du besoin de prendre du temps pour soi et pour réfléchir dans la semaine. Est-ce que l'IA peut être une alliée pour les DRH pour réussir à retrouver un petit peu de temps ou à l'inverse, est-ce que ça peut être un piège? Bon, d'abord, oui, très clairement, ça doit être en allié si vous le maîtrisez bien, si vous n'êtes pas, comment dire, si vous n'êtes pas accro non plus à utiliser l'IA systématiquement à chaque fois que vous avez je sais pas, un sujet, une interrogation, etc. Je pense que ce qui peut tuer la créativité chez un manager, chez un dirigeant, un DRH, c'est d'y avoir systématiquement recours. Mais voilà, c'est un formidable outil d'assistance hein, qui peut vous faire gagner un temps précieux sur certaines tâches. Moi, je l'utilise ponctuellement pour de la veille, des rédactions pardon, de synthèse sur la base de mes propres notes ou réflexions quand j'arrive à me relire. Ou l'analyse de documents, ou encore la construction parfois de scénarios de réflexion.
Quand j'ai une idée de créer un événement, par exemple, voilà, j'aborde un thème central et j'imagine le champ des possibles hein, avec un copilote qui est parfois beaucoup plus performant que moi, je dirais, dans l'immédiateté. Voilà, mais je garde toujours les mains sur le volant. Hein. C'est important d'utiliser effectivement parcimonie l'IA et puis de continuer à vous nourrir de lectures qui sont des lectures pas forcément produites par l'IA, hein, même s'il y a beaucoup de données aujourd'hui qui ont été produites dans des bases de données, dans des référentiels. Mais bon, je pense que ça remplacera jamais ce qui fait le corps du métier, c'est-à-dire le discernement, l'écoute, la confiance. On n'a pas toujours les réponses à tout, en tout cas pas toujours de manière très cohérente avec l'IA et le recours à l'IA nécessite quand même de faire des retouches personnelles sur vos produits. Toujours, en effet. Alors, dans le Good Job, je demande toujours à ChatGPT de poser une question à mes invités. Donc, je vais vous transmettre sa question. Quand vous recrutez des jeunes qui veulent s'orienter vers les RH aujourd'hui, quelles qualités regardez-vous avant toutes les autres? Alors, je regarde jamais les compétences techniques. Moi, ce qui m'importe, c'est certaines soft skills et je dirais le courage. Le courage de dire ce que la personne pense avec respect, le courage d'exprimer un désaccord lorsque c'est nécessaire. Car j'aime bien pousser mes interlocuteurs, les jeunes interlocuteurs, que ce soit des étudiants ou des candidats, dans leur retranchement. Et c'est vrai que les compétences techniques, bon, s'acquièrent, hein, mais l'intégrité, le courage, l'authenticité sont plus difficiles à développer. Et sur ces qualités de communicant, à l'écrit comme à l'oral, je trouve qu'on a d'ailleurs beaucoup tendance à négliger l'écrit. Et je suis toujours heurté, moi, alors c'est peut-être ma génération, mais par les fautes d'orthographe, aller à la facilité dans l'écriture, par exemple. Et j'aime bien avoir des interlocuteurs qui ont une capacité à convaincre, voilà, à avoir un certain leadership d'opinion, d'influence. Ça, c'est important pour moi. Et pour Ça donne déjà une idée de la capacité de mon interlocuteur à réfléchir autrement qu'en avalant des réponses toutes faites qui peuvent être servies d'ailleurs par les réseaux sociaux. Et pour terminer ce podcast, quels sont selon vous les principaux défis qui attendent les RH dans les années à venir? Il y en a un qui est évident, hein, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle, avec l'impact sur les métiers, sur les transformations des métiers, les évolutions démographiques, hein, les enjeux de compétences. Mais bon, pour rester sur le sujet que j'évoquais, moi, si je devais résumer en un mot, je dirais que la confiance, maintenir la confiance dans un monde qui change en permanence, comment accompagner les transformations sans perdre l'humain en chemin. Je crois que c'est quand même le grand défi des DRH de demain. Et quand je dis demain, voilà, il faut être lucide, hein, ce n'est pas un horizon lointain, on parle déjà de 2030, 2040, très honnêtement, à l'échelle des transformations technologiques. Moi, j'évoque dans mon dernier livre 2050, où ce ne sera plus de la science-fiction. On va voir arriver dans les organisations de travail des systèmes d'IA de plus en plus autonomes, et probablement aussi des humanoïdes dans certains environnements de travail. Pas seulement des interfaces invisibles, mais des présences physiques qui vont être capables d'interagir, de dialoguer, d'exécuter des tâches. J'ai eu la chance, j'allais dire la chance ou la malchance, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais enfin, plutôt une opportunité de les voir de près dans des voyages, soit aux États-Unis ou en Asie. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est un sujet qui devient effectivement intéressant, même s'il est un peu vertigineux, hein, parce que le rôle de la DRH dans des environnements de travail ne sera pas seulement de gérer des compétences, hein, des organisations, mais plutôt voilà, faites que d'humains, mais des organisations hybrides hein, avec des humains, des machines. Et il sera aussi voilà, de poser des repères éthiques très clairs. Qu'est-ce qu'on délègue à une machine? Qu'est-ce qui doit rester strictement humain? Où est-ce qu'on met la limite finalement à tout ça? Et c'est vrai que quand vous êtes confronté à la réalité technologique qui se développe de plus en plus vite, il y a de quoi effectivement se poser des questions sur l'avenir, de la performance, jusqu'où on ira.
finalement, jusqu'où l'humain, voilà, restera quand même utile et maître de son avenir dans des organisations de travail qui seront aussi évolutives avec l'évolution de la technologie. Voilà. Et tout ça va se jouer dans les prochaines années. On sait déjà que c'est déjà le cas dans différents pays, dans différents secteurs d'activité. Oui, c'est un cadre qui se réfléchit dès aujourd'hui et en effet, on ne parle pas de 10 ans ou 20 ans, ça va arriver très rapidement. Merci beaucoup Frédéric. Je vous en prie. Passez une Merci bonne à vous. journée. Je rappelle votre livre Chronique d'un DRH engagé qui vient de paraître aux éditions Duno. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.